En 2013, à Aubignan dans le Vaucluse, Jessie Travaglini va voir Héloïse, la femme d'Alain, son amant depuis 3 ans, et elle l'étrangle. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Jessie Travaglini. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. En 2013, à Aubignan dans le Vaucluse, Jessie Travaglini, 28 ans, mène une vie bien compliquée. C'est une très belle femme, une ancienne Miss Vaucluse. Et elle est la maîtresse d'un collègue de travail, Alain Castel. Tout le monde est au parfum, y compris l'épouse cocu, Héloïse Bagnolini. Dans la matinée du 11 octobre 2013, Jessie Travaglini va la voir chez elle. La discussion tourne mal et Jessie l'étrangle. Ensuite, la maîtresse meurtrière charge le cadavre de sa rivale dans le coffre de sa voiture. Et après une nuit à cogiter, elle débarque chez son père pour lui demander son aide. J'ai fait une grosse connerie, papa. J'ai tué la femme de mon amant. Son corps est dans le coffre de ma voiture. Je t'en supplie, aide-moi à faire disparaître le corps. On va dire qu'elle a disparu, elle va dire qu'elle est partie. Je veux pas aller en prison. Mauvaise pioche pour Jessie Travaglini. Son père est un policier à la retraite. Il refuse de l'aider. Mieux que ça, il va la balancer au commissariat d'Avignon. Les policiers interpellent Jessie Travaglini chez ses parents. Elle est couverte de griffures et d'hématomes. Et dans son coffre, les policiers découvrent donc le cadavre d'Héloïse Bagnolini. Elle va là-bas pour la tuer. Laurent Pénard, avocat de la famille d'Héloïse Bagnolini. Pas pour la frapper ou pour lui raconter des histoires ou pour faire pression sur elle. Elle est organisée. Elle a quand même acheté un taser quelque temps avant le crime, ce qui est un acte de préméditation caractérisé. Elle est venue avec des Serflex. Qui a des Serflex dans sa voiture pour aller se promener? Il faut déjà y penser. Elle raconte qu'elle a étranglé Héloïse Bagnolini avec une serviette. C'est sans doute faux. Elle est venue avec quelque chose, probablement un foulard pour l'étrangler, parce qu'étrangler quelqu'un avec une serviette, même mouillée, c'est difficile. Surtout qu'Héloïse Bagnolini n'était pas une petite femme maigroulette, hein. C'était une très belle femme, mais charpentée. Elle a téléphoné avec le téléphone d'Héloïse Bagnolini à l'école où était le petit pour se faire croire que c'était la maman et pour dire qu'elle ne viendrait pas chercher son petit et qu'il fallait le mettre à la cantine. Après, elle est extrêmement culottée parce que quand elle met le corps d'Héloïse Bagnolini dans le coffre de la voiture de la victime, il y a quelqu'un qui passe et qui croit que c'est Héloïse Bagnolini. C'est pour ça qu'elle a une perruque blonde. Et qui lui dit bonjour de loin. Et elle lui répond bonjour. Faut être culotté. Faut avoir peur de rien. Imaginez que ce monsieur vienne et qu'il s'aperçoive que c'est pas Héloïse Bagnolini. Elle le tue. Donc elle ose tout. Hein. Elle a vraiment une personnalité qui est étonnante, capable de brutalité extrême, capable de se débarrasser de quelqu'un, d'une personne physique, parce que c'est un obstacle à sa vie, et en même temps, dessous tout ça, il y a une fragilité qui est certaine. 30 ans de réclusion criminelle pour Jessie Travaglini. Le verdict est tombé tard dans la nuit et la Cour a suivi à la lettre les réquisitions de l'avocat général. L'accusé, âgé de 30 ans,
a été reconnu coupable d'homicide volontaire sur la compagne de son amant. La préméditation n'a pas été retenue. Jessie Travaglini, qui pourrait faire appel, a fini par déclarer qu'elle n'était pas amoureuse de son amant. Leur liaison n'avait pas d'avenir. La victime était mère de famille. Elle laisse derrière elle un orphelin, un garçon de 13 ans. Je suis saisi de la défense de Jessie après le premier procès. Luc Abrakiewicz, avocat de Jessie Travaglini. J'arrive en maison d'arrêt, qui est quand même un milieu hostile, un milieu froid, surtout la maison d'arrêt pour femmes. C'est encore plus dur qu'une maison d'arrêt pour hommes. C'est quelque chose de particulier, mais c'est très dur. Lorsque j'arrive, elle est déjà assise. Elle est complètement renfermée. Et lorsque je la regarde, je vois un regard bleu, un regard vide et un regard froid en apparence. C'est au bout de quelques minutes que je vais voir qu'en fait ce n'est qu'une carapace et que derrière il y a une vraie souffrance. C'est une femme qui est en dépression. Code B28. Expertise psychiatrique du docteur Thierry Azéma. Incarcérée à la maison d'arrêt de Nîmes, Jessie Travaglini indique recevoir la visite de sa famille, mais ne pas sortir en promenade de peur d'être rackettée par les autres détenus. 6 mois après les faits, elle est hospitalisée et fait une tentative de suicide. Jessie Travaglini présente toujours des symptômes dépressifs qui se traduisent par une grande tristesse, un état général d'amaigrissement et un état de lassitude. Elle semble peu réactive aux traitements antidépresseurs prescrits en prison. Je la reçois au moment où elle est totalement désespérée. C'est-à-dire aux antipodes de la lecture du dossier, qui fait d'elle une femme froide, calculatrice, organisée, une espèce de femme machiavélique qui a tout organisé, qui n'a pas beaucoup d'émotions. Et là, je rencontre une femme fragile, dépressive, effondrée, et c'est un choc. À un moment même, c'est le psychiatre qui dit qu'elle mérite plus de vivre, etc. Et le psychiatre, quand elle dit cela, il parle d'une authentique dépression. Donc, c'est pas des carabistouilles, hein, c'est pas une stratégie de défense, parce qu'elle l'a pas fait à la cour d'assises. Elle le fait devant le psychiatre, mais elle le fait pas à la cour d'assises. Elle a pas versé une larme à la cour d'assises. Et je pense qu'elle a plus envie d'en parler. Moi, quand je la vois, elle a plus envie de se battre. Elle a même pas envie d'aller en appel. J'ai pris 30 ans, maître. 30 ans. Vous vous rendez compte? Ils m'ont pas cru. Ils m'ont jamais cru, ils me croiront jamais. J'en suis certaine. Et pourtant, j'ai jamais voulu ce qui est arrivé. J'ai fait que me défendre. Sur les faits, elle a du mal à en parler. Et puis, elle a du mal à en parler parce que je pense qu'elle a profondément honte de ce qui s'est passé. Les psychologues, les psychiatres disent que quand elle évoque les faits, elle est en pleurs. Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas eu l'intention de la tuer et que c'est dans une altercation qu'elle avait finalement eu le dessus et réussi à tuer celle qui était considérée comme sa rivale. Son récit, c'est qu'elle est contactée par la femme de son amant, qu'elle se donne rendez-vous, qu'elle va au rendez-vous, qu'une dispute éclate. Docteur, j'étais chez Héloïse. Elle a commencé à m'insulter. Elle m'a poussé, elle m'a giflé, je suis tombé. Et quand j'étais par terre, elle m'a tapé. Je me suis relevé. J'ai rejoint en courant la salle de bain. Elle est arrivée, je me suis cogné la tête contre la baignoire. Elle a continué à me taper. Alors je lui ai mis un coup sur la tête avec le sèche-cheveux. Elle est tombée à plat ventre et machinalement, je me suis mis sur elle. J'ai passé une serviette autour de son cou et je l'ai serrée jusqu'à ce qu'elle arrête de me griffer. J'ai lâché la serviette quand j'ai vu qu'elle bougeait plus. C'était irréel. Elle va commencer à procéder à un certain nombre de choses pour
effacer son crime. Elle met le corps de la femme dans sa voiture. Et puis là, après avoir roulé, elle va voir son père, elle garde sa voiture, il y a le corps dans la voiture, et là, elle demande à son père de l'aider à faire disparaître le corps. Elle dira par la suite, je savais que mon père ne m'aurait pas aidé, je savais que mon père allait appeler les gendarmes. Que quelque part, chez cette femme, il y a une part, il y a une femme enfant, c'est qu'elle va voir son père. Et le père, bien sûr, encore une fois, qui a la réaction la plus appropriée, il est arrêté. J'ai du mal à comprendre comment cette femme a pu être condamnée au maximum. C'est tout sauf un monstre pour moi. Cote B23. Enquête de personnalité d'Alexandra Delniep. Jessie Travaglini dit être hypersensible. Elle confie « Je suis une petite fille dans mon monde, je suis très émotive et très sensible. Je n'ai pas besoin qu'on hausse la voix pour pleurer. C'est mon caractère. » Son mari confirme, décrivant une femme en larmes devant une rubrique de faits divers du journal télévisé. Moi, je suis face à quelqu'un qui est loin de l'image qui a été présentée à un moment donné, notamment par les médias. Alexandra Delniep, enquêtrice de personnalité. Je suis très très éloignée de cette personne-là qui est en face de moi. Moi, je vois une jeune femme qui est amaigrie, qui est fatiguée, qui est loin des strass et des paillettes. Elle a les yeux creusés, elle a une petite voix, elle prend son temps, elle choisit ses mots. Elle est très posée, très calme, et on sent vraiment qu'il y a un côté perfectionniste dans le désir de vraiment expliquer les choses. Il y a beaucoup de pleurs pendant l'entretien, énormément de pleurs. Elle m'explique aussi que courant le mois de janvier, elle était en hôpital psychiatrique parce qu'elle était à bout de nerfs, elle était épuisée. Je me présente à elle, je lui explique le pourquoi de ma venue et que le but c'est d'arriver à la connaître, que moi en aucun cas je suis là pour la juger, ni encore moins la condamner. C'est pas du tout mon travail, c'est simplement de savoir qui elle est. Madame, je suis né dans le Vaucluse, à Avignon. J'ai une demi-sœur aînée et un petit frère. Chez moi, à la maison, c'était pas facile. Ma mère était fragile. Mon père était très autoritaire. Il poussait souvent des coups de gueule. Il se prenait la tête avec ma sœur aînée. Et je supportais pas ça. J'en étais malade. Elle grandit au terme de conflits, à observer ces conflits qui sont parfois violents, qui sont pas que verbaux, hein, ils sont aussi physiques, entre son père et sa grande sœur. Et elle assiste à ça de façon très impuissante. Elle regarde ça et sa sœur le dira aussi à un moment donné que Jessie Travaglini a pu être marquée par ces échanges-là qui ont été parfois extrêmement violents. Elle a aussi un petit frère qui est plutôt effacé, plutôt timide. Ce petit frère, il a des troubles obsessionnels compulsifs. Elle sera très douce avec lui. Elle n'est pas non plus très proche de ses camarades d'école, voilà, qu'elle juge dur. Donc elle se met aussi en retrait. Donc elle est vraiment plutôt repliée sur elle-même dans son enfance. Il va y avoir un clash terrible quand Jessie Travaglini a 13 ans. C'est son père qui va rentrer en conflit violent avec sa sœur. Et sa sœur va partir. Sa sœur a 19 ans, elle quitte brutalement le foyer. Et là, Jessie se retrouve seule. Seule, sans sa sœur, face à deux parents qui sombrent peu à peu dans la dépression et un petit frère qui a des troubles obsessionnels compulsifs. À la maison, ma mère, elle se délabrait. Alors j'ai pris en charge les tâches ménagères. Mais j'en pouvais plus.
15 ans, j'ai rencontré mon mari, Jean-François, il avait 21 ans. Il était éducateur sportif et passionné de rugby. Il me donnait l'impression d'exister. Il était présent, fort et jaloux. À 22 ans, j'étais enceinte, c'était bon. J'étais le petit sucre. Tout le monde prenait soin de moi. Mais quand mon fils est né, j'ai fait une dépression postpartum. C'était lui le sucre. Moi, j'étais plus rien. Cet enfant vient étioler un petit peu la relation de couple, hein, petit être qui est au milieu et chacun doit s'occuper de cet enfant. Donc le couple se disloque un petit peu. Son mari, lui, est extrêmement investi dans le rugby, dans son association. Il est rugbyman, il est coach aussi, il est président de l'association de rugby. Donc elle le sent quelque part que quelque chose lui échappe. Elle gère la maison, elle gère son enfant. Et à un moment donné, elle fait l'effort d'aller s'investir dans l'association de rugby, comme si elle était en train de lui demander sa place, lui dire voilà, je suis là, regarde-moi, le message il est là. Donc elle fait cet effort-là. Elle sent malgré tout que les liens ne sont pas là. Elle propose à son mari une thérapie de couple. Son mari, lui, n'est pas inspiré du tout par ce genre de pratique. Il n'ira pas à la thérapie. Elle est un peu paumée Luc Abrakiewicz, avocat de Jessie Travaglini. dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle. Elle a une vie de famille, pas platonique, mais une vie où on sort peu, où il y a peu d'amis, jusqu'au moment où, effectivement, c'est le point de départ, hein, c'est le point de rupture, où il y a cette grossesse postpartum, où elle ne se sent plus femme. Et là, elle va errer sur les réseaux sociaux, sur Internet. Code P18. Enquête de personnalité d'Alexandra Delniep. Jessie Travaglini se dit perdue et sans repère face au manque d'investissement affectif de son mari. Elle découvre l'univers des relations extra-conjugales via les réseaux sociaux. Elle entame une première relation peu satisfaisante au vu du manque d'engagement de l'intéressé. Puis une seconde relation sans lendemain. Jessie Travaglini entame alors une troisième relation extra-conjugale, cette fois avec son supérieur hiérarchique, Alain Castel. C'est une rencontre qui se fait sur un lieu de travail comme une multitude de rencontres. C'est tout de même pas rare qu'il y ait des relations amicales, platoniques et qui vont jusqu'à l'intimité avec des collègues. C'est ainsi, hein, Mais avec lui, c'est quelque chose de différent parce que finalement, Jessie explique qu'avec lui, elle peut exprimer sa fragilité. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'être forte, donner le change avec les autres, avec ses parents, avec son mari. Elle est obligée de gérer tout, le quotidien. Avec lui, elle explique qu'elle se retrouve finalement écoutée par un homme qui, nécessairement, on le sent, il y a quand même une admiration pour lui, hein, parce que c'est le collègue de travail, il est brillant, il est beau, c'est un peu la lumière. Elle souhaite vraiment pouvoir établir une carrière, c'est clair. Et elle le dit elle-même, elle est carriériste, elle a envie de progresser. Alain Castel, lui, c'est quelqu'un qui va lui donner des conseils, qui va l'épauler. Notamment quand elle est dans des périodes de doute, il va lui dire clairement, il faut que tu te robotises. Si elle veut avancer, elle doit se renforcer. Donc il va la guider dans cet univers qui a parfois les dents longues. Il va l'aider, la conseiller. Ça va être, oui, un mentor. Petit à petit, il y a cette séduction entre deux. Et cette relation, elle est aussi régie par ce qui va être appelé une charte. L'initiative de la rencontre doit être faite par Jessie Travaglini et non Alain Castel. Il y a aussi cette obligation de dire que si les deux se rencontrent, c'est dans une voiture. Code P47. Expertise psychiatrique du docteur Thierry Azéma.
Concernant sa relation sentimentale avec Alain Castel, Jessie Travaglini indique qu'il s'agissait d'une relation de confidence avec des épisodes sexuels ponctuels. Les deux amants se rencontraient une fois par mois environ et ils avaient des relations sexuelles selon un code bien défini, c'est-à-dire sans aucune pénétration. A priori, cette charte, elle a été faite plutôt pour déculpabiliser Alain Castel, pour ne pas avoir ce sentiment de tromper son épouse parce que ce monsieur est marié, pour encadrer cette relation et presque pour la légitimer malgré le fait qu'elle soit complètement illégitime. Et donc ils ont une relation un petit peu particulière, l'essentiel se faisant dans la voiture, le soir, à la fin du travail, donc ils restent ensemble. Laurent Pénard, avocat de la famille d'Héloïse Bagnolini. Et est-ce qu'elle est un peu perverse avec lui en l'amenant à la sexualité petit à petit? Alors elle nous dit, c'était pas vraiment de la sexualité, c'était quand même des fellations dans la voiture. Lui, il l'a caressé, c'est de la sexualité, ou alors, je sais pas de quoi on parle. Non. Puis ils sont finalement passés à l'acte, c'est-à-dire la pénétration, plus tard, une fois à l'hôtel et une fois chez lui, profitant de l'absence de l'épouse. Manipulation, je ne pense pas. Par contre, on est dans un jeu. Je pense pas que ce soit de la perversité. Je pense pas que ce soit quelque chose de malsain. Je pense au contraire que ça tient à la particularité du rapport qu'ils ont créé. Je pense que l'un et l'autre, en tout cas elle, a peut-être envie effectivement un moment, parce qu'elle va tomber amoureuse, que tout ceci craque et qu'il y ait une relation plus profonde. À chaque fois, cette relation qui se crée, elle est extrêmement frustrante. Et sur une personnalité comme Jessie, parce qu'elle a des failles narcissiques, elle s'investit, pense-t-elle, dans une relation où elle peut jouer, et en fait, elle ne joue pas, on joue avec elle. Alain Castel, il a dû ne pas être très clair avec elle. Et peut-être pas lui dire non, je vivrai jamais avec toi, on a une relation dans une voiture, et il se passera jamais rien d'autre. S'il avait dit ça, elle l'aurait compris, et elle n'aurait sans doute pas fait ce qu'on lui reproche. Jessie Travaglini explique qu'elle était tombée amoureuse de son amant, Alain Castel, mais qu'elle a vite compris qu'il ne quitterait jamais sa femme. Pire, qu'il essayait d'avoir un nouvel enfant avec elle. Jessie Travaglini dit qu'elle s'est sentie trahie. Quand elle sent que Alain Castel lui échappe parce qu'il parle de déménager, Alexandra Delniep, enquêtrice de personnalité. je pense que là, elle perd pied parce qu'elle a besoin de ses repères. Son mari l'a décrit très bien en étant aussi forte que fragile. Je pense qu'elle peut s'appuyer sur Alain Castel, elle le sait. Si lui s'en va, comment elle fait ? Comment elle fait ? Qu'est-ce qui se passe pour elle ? C'est ça qui déclenche le crime. Laurent Pénard, avocat de la famille d'Héloïse Bagnolini. Lorsqu'il lui dit qu'il veut aller s'installer en Bretagne et qu'il veut avoir un enfant avec Héloïse. Et que ses rapports avec sa femme, qui était un petit peu distendus, ont l'air de vouloir se retrouver. Donc elle est en panique. Moi, je suis sûr que c'est ça l'explication. C'est la découverte qu'elle allait le perdre. Il y a un obstacle, elle supprime un obstacle. C'est du même niveau que le truand qui supprime un obstacle de son territoire de trafiquant de drogue. C'est du même niveau criminel. C'est-à-dire qu'elle va supprimer un obstacle qui l'empêche d'accéder à son désir. Désir sexuel, sentimental et social. C'est un crime passionnel. Alors le crime passionnel, c'est le crime des émotions, mais on n'a pas le crime passionnel, je pense pas qu'on soit dans la jalousie. Je pense qu'on est dans autre chose. Jessie n'a pas envie que la relation avec son amant soit dévoilée à son mari. Elle n'a pas envie de foutre en l'air son couple. Je pense aussi qu'elle y va pour s'expliquer parce qu'on sait qu'elle l'a déjà fait par le passé et qu'il y a eu une dispute mais sans plus. Et là, les choses vont déraper. Elle parlera pas de rage, elle parle pas de haine, elle parle de peur. Mais ça, c'est inaudible pour la justice.
Ce que moi j'ai ressenti, c'est que l'épouse pourrait être le miroir de ce qu'elle aurait pu être si elle avait eu un mari qui était engagé dans la vie de famille. Parce que Héloïse Bagnolini, c'est une mère au foyer qui est douce, attentionnée. Elle est blonde, à l'image de Jessie Travaglini. Elle s'occupe de son petit garçon, voilà, elle est dans sa maison, tout va bien pour elle a priori, elle a une vie stable. Hein, et elle a quelqu'un qui prend soin d'elle, Jessie Travaglini. C'est elle qui construit sa propre maison, c'est elle qui construit toute sa vie de famille. Si on peut peut-être se projeter dans un parallèle, elle aurait pu se voir en la victime comme elle aurait aimé peut-être être. Code B85. Expertise psychiatrique du docteur Thierry Azéma. Les entretiens avec Jessie Travaglini ne mettent pas en évidence une quelconque pathologie mentale au sens psychiatrique du terme, ni une maladie mentale. Elle est normalo-névrotique et se trouve parfois infiltrée par une souffrance dépressive aiguë et des traits de vulnérabilité narcissique qui laissent entrevoir une organisation problématique de sa personnalité, voire pathologique. L'expertise psychiatrique, dans l'ensemble, est bonne. Elle est authentique, elle est authentiquement dépressive, elle a donc une culpabilité énorme par rapport aux faits qu'on lui reproche. Elle est donc dans l'empathie, elle n'a pas de maladie psychiatrique, elle n'est pas abolie, elle n'est pas altérée, elle n'a pas de trouble de la personnalité. En gros, il n'y a rien. Sur un plan criminologique, sur un plan psychiatrique, sur un plan psychologique, aucun élément ne peut expliquer le passage à l'acte. Je veux dire, on n'a même pas de trouble de la personnalité, on a simplement cette personnalité particulière, et c'est parfois quelque chose qui est inconcevable quand on aborde le crime et le passage à l'acte. Et puis il y a quelque chose de très frappant chez elle. Elle a toujours pensé et trouvé que la vie qu'elle avait ne correspondait pas à ses souhaits. Elle a fait ce qu'on appelle en psychologie ou en psychiatrie du bovarisme, en liaison avec Emma Bovary de Flaubert. Alors c'est pas tout à fait Emma Bovary, mais ça ressemble un peu. C'est-à-dire un personnage qui est installé dans la vie, avec un mari, un enfant, mais qui n'est pas satisfaite de cette vie-là et qui a besoin d'autre chose. La fragilité des gens peut parfois entraîner des actes qui sont des actes criminels. Et là, on n'a que ça. Mais on a, dans cette expertise psychiatrique, moi je pense quand même, des éléments qui permettent de comprendre et d'avoir une lecture du passage à l'acte, à savoir authenticité, fragilité, de la passion et un débordement et cette perte de contrôle. Il y a des moments où j'aurais aimé lui parler. Mais je pense que ses avocats l'ont fait avant moi et qu'ils l'ont mieux fait que moi. Pour l'amener à dire ce qu'elle est vraiment et pourquoi elle a fait ça. Parce que c'était, du coup, ça l'humanisait. Ça l'a ramené vers nous. Et c'est important qu'un accusé revienne vers ses juges et vers la partie civile. Pourquoi pas? De regarder la maman d'Héloïse Bagnolini dans les yeux et lui dire, voilà, j'ai fait ça pour ça. J'ai commis ce crime odieux, j'ai tué votre fille, parce que j'ai eu l'espoir, à un moment fragile de ma vie, que j'allais pouvoir vivre avec Alain Castel. Jessie Travaglini explique qu'elle était tombée amoureuse de son amant, Alain Castel, mais qu'elle a vite compris qu'il ne quitterait jamais sa femme. Pire, qu'il essayait d'avoir un nouvel enfant avec elle. Jessie Travaglini dit qu'elle s'est sentie trahie. En première instance, Jessie Travaglini est condamnée à 30 ans de prison pour meurtre. La préméditation n'a pas été retenue. Elle fait appel. Et 1 an plus tard, elle est rejugée devant la cour d'assises du Gard. Il y a des caméras, il y a du monde dans la salle d'audience. Voilà, bon, on sait que ça va passionner. Parce qu'il y a du sang, elle est jolie, elle est blonde, voilà, elle a des jolis yeux. Voilà, et ça plaît. On veut comprendre. Voilà, parce que c'est étonnant comme affaire. C'est assez étonnant dans ce sens-là. On peut voir un mari
qui tue sa femme pour être tranquille avec sa maîtresse. Mais dans ce sens-là, la maîtresse qui tue la légitime de son amant, c'est pas souvent. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès en appel de cette femme aussi belle que mystérieuse, Jessie Travaglini, devant la cour d'assises de Nîmes. En première instance, la jeune mère de famille avait écopé de 30 ans de prison. Elle reconnaît avoir étranglé et tué sa rivale Héloïse, mais elle conteste toujours avoir prémédité son geste. En ce premier jour d'audience, place à la déposition de l'enquêtrice de personnalité. À l'audience, elle est comme je l'ai rencontrée moi en détention. Alexandra Delniep, enquêtrice de personnalité. Elle a un regard un peu vide, un peu froid. Elle est là, elle tient debout. Et en même temps, on sent effectivement qu'elle se protège de quelque chose. Cette carapace, c'est, à mon avis, quelque chose qui lui permet de tenir encore debout. Parce que de s'avouer et d'avouer à l'audience tout ce qui s'est passé pour elle à l'intérieur, je pense que ça aurait pu l'effondrer. Vraiment, véritablement. Je pense que c'est une forme de protection. Elle sait qu'elle a détruit 2 familles. Alain Castel est là, il est présent au moment des débats. C'est extrêmement difficile de pouvoir le regarder, ne serait-ce que de lui adresser un regard furtif. C'est quasi impossible à ce moment-là. Donc la carapace, elle est plus que nécessaire pour elle. La cour! On a abordé la personnalité de Jessie et puis on a abordé quand même des éléments qui étaient les éléments les plus positifs de la procédure. Hein. Une expertise psychiatrique qui est plutôt favorable, psychologique aussi, l'enquête de personnalité. On a une femme qui n'a jamais été condamnée, qui travaille, qui est une mère de famille, qui est une mère aimante, qui est appréciée par ses collègues de travail. Enfin, Jessie, c'est pas une criminelle née, loin de là. Et très vite, on a compris que les questions, en tout cas de la cour, montraient ça les intéressait pas. Et qu'il fallait vite en arriver aux faits et montrer que Jessie était coupable, et elle était coupable de tout, et qu'elle était une manipulatrice, qu'elle avait tout organisé, et qu'elle s'était vengée, et qu'elle avait voulu tuer cette femme simplement pour lui prendre son mari. Elle est distante, elle est froide, donc elle n'était pas combative. Elle annonnait ses réponses, et elle s'en tenait à ce qu'elle avait toujours dit. On n'a pas eu de nouveauté, hein. On n'a pas eu de surprise, rien. Et je savais qu'elle nous embarquait sur un terrain qui était pas bon, parce qu'elle mentait et qu'elle voulait pas dire quelque chose qui était évident aux yeux des connaisseurs du dossier, c'est que c'est un crime passionnel, elle a supprimé un obstacle. Et j'ai développé cette thèse-là. Maître Pénard, vous avez la parole pour interroger Madame Travaglini. Donc j'ai posé une question assez longue en disant « Vous savez, moi je crois, vos avocats le savent, je crois que vous avez tué Héloïse Bagnolini parce que vous étiez passionnément amoureuse d'Alain Castel et que vous avez compris que cette relation allait s'effondrer quand il vous a dit qu'il allait partir en Bretagne et qu'il allait sans doute avoir un deuxième enfant avec Héloïse Bagnolini. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous étiez amoureuse d'Alain Castel ou pas ?» Elle n'a pas donné raison à la thèse que je soutiens sur le fait qu'il partait en Bretagne, etc. Elle n'a jamais reconnu que c'était ça le moment déclenchant du crime. Mais elle a dit « j'étais amoureuse d'Alain Castel ». Interrogée sur les raisons de son meurtre, Jessie Travaglini lâche. Vous me demandez votre vérité, pas la vérité. Je comprends que vous ayez besoin de sens, mais moi-même, j'ai du mal à comprendre ce drame. Jessie Travaglini est condamnée à la même peine qu'en première instance, 30 années de réclusion criminelle. Et cette fois encore, la préméditation n'a pas été retenue. Moi, j'ai eu le sentiment que Jessie, elle a payé le fait que ce soit une belle femme, que ce soit une femme intelligente, et elle l'a payé. Elle a payé.
Elle a payé les apparences. Elle était trop belle pour cette justice qui ne voulait voir que de la laideur, que de la méchanceté, que du machiavélisme. Et on a vraiment ce sentiment à la fin que ça a tourné. Je vous assurais qu'au moment du verdict, quand je me suis levé et quand j'ai vu la réponse aux questions, comment il était répondu rapidement, de façon appuyée, et quand on lui a dit « Madame, 30 ans », il y avait la vindicte. Et ça, c'est extrêmement laid, quoi. Il y avait vraiment cette volonté à la fin de lui faire sentir que, voilà, elle allait payer. Elle allait payer, et payer quoi? Son crime ou payer autre chose? Jessie Travaglini, elle a payé sa carapace. Mais ce qui est un peu injuste, c'est qu'il fallait creuser cette carapace. Même si elle ne disait pas la vérité, il fallait admettre de lâcher les armes. D'ouvrir son cœur au juge. Mais c'est vrai, de dire les choses comme elles se sont passées et de montrer son vrai visage. Et j'imagine que ces avocats, ils n'ont pas compris non plus. Ils n'ont pas pu forcer le coffre-fort. Et personne n'a pu le faire. Elle a payé finalement la personnalité qu'elle était en apparence, c'est-à-dire une belle femme qui se tenait droite dans le box et qu'on a voulu démolir. C'était On de la raconte Côte B, une affaire criminelle examinée sous ses ressorts psychologiques. Rédaction en chef Guillaume Maury. L'enquête d'aujourd'hui est signée Vincent Deby. Réalisation Célestin Muller. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.